Merci à tous d'être là. Oui, vous savez, c'est un rapport qui rend modeste parce qu'on a des formats extrêmement contraints pour un sujet qui est extrêmement complexe. Et je sais qu'il y a, ne serait-ce que dans la salle, des gens qui connaissent ces choses-là beaucoup mieux que moi. Mais l'idée, c'était la suivante. Et merci encore, Edouard, de me donner la parole parce qu'on a en commun, je crois, de vraiment considérer qu'il faut qu'on ait des visions un peu plus stratégiques, un peu plus à long terme que la succession de réglementations qui a pu être nécessaire d'ailleurs pendant la crise, hein, je ne doute pas. Mais on est à un moment de la construction de la zone euro et de la construction européenne dans laquelle il est clair qu'il y a, je dis ça sans aucune allusion partisane, ça concerne à peu près tous les gouvernements européens, quelle que soit leur couleur, un manque complet de vision de où est-ce qu'on sera dans 20 ans, dans 30 ans. Dans un monde qui en plus change profondément. Alors c'est jamais évident, et encore une fois, ce rapport n'est qu'un rapport d'initiative du Parlement européen, ce sont des contributions au débat, il n'a pas de conséquences législatives immédiates, même si on essaye de faire naturellement bouger les choses. En fait, l'idée m'en est venue pour avoir été donc, depuis maintenant 6 ans en commission économique et monétaire, notamment lorsque je me suis rendu compte qu'au moment des élections en 2014, tout le travail qu'on avait fait pendant 5 ans pour encadrer la finance était extrêmement difficile à expliquer sur le terrain, pas seulement parce que ce sont des matières complexes, mais parce que dans le fond, la question la plus simple, c'est celle à laquelle on ne peut pas répondre. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants à la maison, vous savez qu'ils sont redoutables. Plus la question est simple, plus c'est dur. Et la question la plus dure, c'est de dire en fait aux gens, mais dans le fond, qui décide dans ce domaine-là? Et on a plusieurs tensions, et je crois qu'il faut vraiment éviter les pièges qui consistent à dire, par exemple, de manière tranchée, ça, on n'a pas besoin des experts, il n'y a qu'à pas faire de règles mondiales, etc. Donc les tensions, c'est quoi? Vous avez un besoin, comme vous l'avez dit, de gouvernance globale. Et là, encore une fois, c'est important de bien voir que nous sommes attachés à l'ouverture des frontières. Nous sommes attachés à des sociétés ouvertes, à la libre circulation des capitaux. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans toutes les thèses de repli qui fleurissent à l'heure actuelle. Ce serait une catastrophe pour nos économies. Deuxièmement, il y a la construction européenne qui, en vertu du marché intérieur des services financiers, aboutit à ce qu'une part importante des règles qui s'appliquent dans notre pays soient faites à Bruxelles. Mais avec des interférences de règles nationales, comme on l'a vu par exemple sur la réforme structurelle des banques, qui sont loin d'être évidentes et claires. Et puis, donc, il y a la tension entre tous les niveaux, national, européen, global. Puis vous avez une autre tension qui est la tension entre l'expertise et la démocratie. Et là encore, personnellement, peut-être parce que je viens d'un milieu de technocrate, enfin au début de ma carrière, et passé en politique, je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser les comités d'experts ou les gens qui cherchent à avoir des analyses rigoureuses, parce que si on laissait les choses uniquement aux politiques et à leur jeu tactique, je ne suis pas sûre que la rigueur intellectuelle s'en trouverait améliorée. D'un autre côté, on ne peut pas évidemment confier des pans de législation importants à des individus qui n'ont aucune responsabilité. Donc il y a des équilibres à trouver, et ce rapport est peut-être trop compliqué ou trop subtil à certains égards, mais pour ma part, je me suis efforcée de montrer qu'il fallait trouver des équilibres et non pas basculer entièrement d'un côté ou de l'autre. Le besoin de global, d'abord, c'est vraiment, on a fait un workshop au mois de juin sur ce sujet au Parlement. Paul Tucker, l'ancien numéro 2 de la Banque d'Angleterre, était venu, etc. Je crois que c'est une chose qu'il faut souligner et souligner encore. Et donc, quand on a regardé, je me suis dit d'abord la première chose qu'il faut faire, c'est quels sont les organismes qui existent. Il n'y avait pas, à ma connaissance, comment dirais-je, déjà de photographie du système tel qu'il est, sans porter aucun jugement, mais de se dire dans le fond, qu'est-ce qui existe en matière financière, quel est l'effet de cette stratification historique qui fait que dans certains domaines, on a des institutions comme celle de Bretton Woods qui sont des organisations internationales à part entière, comme le FMI, d'autres organisations comme l'OCDE, d'autres qui sont de droit privé, d'autres qui sont, enfin certaines étant universelles, certaines ne l'étant pas, etc., etc. Et on se rend compte que le paysage est foisonnant. D'ailleurs, j'ai bien conscience de la petitesse de ce rapport. Si certains d'entre vous veulent creuser, le Parlement européen, on a pu demander à des groupes d'experts, nous avons 9 rapports très détaillés sur chacune des branches. Après, chacun peut y trouver, j'ai reçu des tas de lettres disant je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit au paragraphe 8. Il ne s'agit pas, ce n'est pas l'évangile, hein. D'ailleurs dans les 9, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais je trouve que ça permet, je dirais, d'avoir l'arrière-plan. Ça a été fait sérieusement. Et moi-même, je ne souhaitais pas qu'il y ait 9 rapports, ça c'est la vie parlementaire. Mais j'ai été très
frappée quand même qu'ils convergent tous. Ils ont été faits par des personnes de nationalités différentes, par des individus ayant des backgrounds pas tout à fait identiques, et les 9 rapports, en gros, disent écoutez, c'est très foisonnant, tout ça s'est fait de manière voilà, par accumulation, d'évolution historique, mais dans le fond, l'Europe, dans tout ça, on ne sait pas très bien où elle est dans des formats très très différents. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vraiment, indiquer. Et j'insiste beaucoup sur le fait que, comme ça a été dit, ce panorama devrait nous permettre de réfléchir posément. On n'est pas dans la législation pour demain matin. Et ce panorama fait apparaître 2 choses. C'est que d'abord, encore une fois, il n'est pas du tout certain que l'organisation de la gouvernance mondiale soit optimale. Il est même à peu près certain qu'elle ne l'est pas. Donc on peut penser ce qu'on veut, on peut vouloir des options, mais il y a des différences sectorielles, il y a des institutions qui se rejoignent, enfin il y a du overlap. Vous avez la création dans la crise de ce qui était G20, FSB, enfin la montée en puissance de tout ça, et on voit bien que parfois ce genre d'organisme tient parce qu'il y a l'urgence, et que dans l'urgence on arrive à obtenir des agendas de chaque État et de gouvernement. Dès que l'urgence diminue, tout ce qui n'est pas institutionnalisé finit par perdre une partie de son impact. Alors le deuxième aspect qui ressort de tout ça, c'est que non seulement l'ensemble mondial n'est pas très cohérent, mais alors la représentation de l'Union européenne là-dedans l'est encore moins. Avec parfois d'ailleurs des choses qui... Je n'aboutis pas dans mon rapport à la conclusion qu'il faut absolument un siège partout pour l'Europe. D'abord, on n'y arriverait pas. Mais ce n'est pas du tout certain non plus que ce soit la chose la plus efficace. Vous avez des organisations comme IOSCO, je crois qu'il y a 8 Européens, vous avez la possibilité de démultiplier, vous avez au FMI les Européens qui président des constituencies qui sont plus larges, avec donc une certaine influence sur d'autres parties du monde. Donc encore une fois, moi j'ai essayé de regarder tout ça sans aucun a priori. Mais il est évident que si on veut que l'Europe pèse, la multiplicité des voix qui s'expriment au nom de l'Europe et l'absence souvent totale, mais vraiment totale, de coordination entre elles, est quand même quelque chose de stupéfiant. Je crois qu'au niveau d'intégration qu'on a atteint, notamment dans la zone euro, c'est pas satisfaisant. Et vous avez dit, Édouard, on voudrait passer d'un monde, et un monde dominé par les Américains, à un monde multipolaire. Ça, c'est un mot qu'on entend très souvent à Paris. Ce que les Français ne réalisent pas toujours, et ça on le sent quand on voyage hors d'Europe, c'est que dans ce monde multipolaire, il y en a qui seront amenés à disparaître, peut-être. Notamment des gens qui pendant très très longtemps ont dominé les autres et pour lesquels les pays émergents n'auront pas forcément une tendresse excessive. Donc l'idée, je suis très frappée de voir qu'à la fois on parle beaucoup des évolutions mondiales, mais dans la classe politique européenne, et française en particulier à mon avis, l'idée que les Européens pourraient se faire tout bonnement expulser du système n'est pas présente. Alors je le dis sans aucune jubilation, je dis simplement que quand on est en responsabilité, on doit se demander où on sera dans 20 ans. Est-ce que les rapports de force, les poids économiques, etc. font qu'il y aura toujours une tolérance vis-à-vis de l'Europe, de la multiplicité de ses voix? À mon avis, la réponse est non. D'ailleurs, je suis allée à Washington présenter ce rapport, j'ai vu beaucoup de gens au congrès, dans les agences, dans les administrations, dans les think tanks, etc. C'est quand même quelque chose qui revient assez souvent chez les Américains. Quand on va ailleurs dans le monde, je trouve que c'est parfois encore plus clair. Les Américains ont vu la montée en puissance de la BCE, ils ont vu l'arrivée de EBA, ESMA, IOPA, etc. Et la multiplication des sièges européens. Il y a au G20 le président de la Commission et le président du Conseil européen. À un moment donné, il nous dit vous êtes gentil, mais il faudrait peut-être quand même un peu mettre de l'ordre dans tout ça et que vous décidiez vous-même qui vous voulez envoyer quelque part. Je ne dis pas que c'est simple, je dis simplement que j'ai l'impression que beaucoup de gens dans les classes politiques et chez les citoyens n'ont pas pris la mesure des enjeux. Je suis frappée de voir que très souvent, et je le dis encore une fois de manière neutre, sans jubilation, quand on va à l'extérieur, l'Europe c'est l'Allemagne. Très très souvent, l'Europe c'est l'Allemagne. Si tant est, encore une fois, qu'il y ait l'Europe, voilà, dans les réflexions des partenaires. Donc il ne faut pas noircir le tableau, mais il ne faut pas le rosir non plus. Donc si on regarde les grandes institutions FMI, OCDE, elles sont basées sur des adhésions d'État, des contributions d'État, s'agissant du FMI. Quand on a le G20, on a ce phénomène assez étrange dans lequel on a les grands États membres, les États membres les plus peuplés, et les institutions européennes, mais qui finissent par être réduites au rang de représentants des plus petits pays.
Ce qui là aussi est quelque chose d'assez étrange qui n'avait jamais été prévu dans la logique communautaire. Dans des organes comme BAL, on a les gouverneurs des banques centrales, y compris des États membres de la zone euro, alors qu'il n'y a plus de politique monétaire au niveau national et que là, il n'y a plus de supervision bancaire. Donc, il y a quand même une vraie question qui se pose. Que font le gouverneur de la Banque de France, le gouverneur de la BUBA, etc. à Bâle? Et puis alors après, dans les organes plus techniques ou sectoriels comme IOSCO, ISB, etc., c'est encore plus compliqué parce que parfois il y a des représentants de l'industrie, ce qui en soi peut d'ailleurs ne pas être mal. Moi, je n'ai pas la vision du monde, il y a le public, il y a le privé, c'est bien, c'est mal, c'est pas la question. Mais simplement, évidemment, je pense que déjà, ça justifie. Donc la première conclusion du rapport, c'est qu'il faut plus de transparence. C'est qu'au moins, on sache qui fait quoi, qui est où et qui fait quoi. Et que les gens qui sont quelque part à un titre quelconque l'assument. Ça veut dire c'est basique comme ambition. Là, je ne suis pas sûre que pour l'instant, on en soit là. Hein, de savoir à peu près ce qui se raconte, que les ordres du jour soient publiés et qu'encore une fois, tous les Européens assument ce qu'ils font dans ce type d'institution. Parce qu'il y a un vrai problème démocratique derrière, dans la mesure où on prend les règles ensemble. Je prends un exemple, vous avez parlé de Bâle et des banques, je crois que c'est un des meilleurs. On est dans un domaine dans lequel on a des orientations globales, comme je vous ai dit au début de mon propos, c'est pas choquant si on essaye de faire en sorte qu'il y ait un level profil global qu'on se fixe des orientations. Cela dit, les situations objectives ne sont pas les mêmes. Si vous ne prenez que les États-Unis et l'Europe, vous voyez bien que la part du financement bancaire par rapport à la part des marchés n'est pas du tout la même. Donc l'impact de la même réglementation appliquée de la même manière des deux côtés serait de toute façon pas tout à fait correct. Donc le Parlement européen, puisqu'on est dans un domaine de codécision, avec le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, a adopté CRD4. On y a travaillé 2 ans et demi, 3 ans. Il y avait une très grande unité de vue ici de l'ancienne commission Econ au Parlement européen. On arrivait à bâtir des majorités assez solides, on a négocié avec le Conseil, on a introduit un certain nombre de choses, par exemple pour tenir compte du financement des PME par intermédiation bancaire. Et puis le comité de Bâle nous déclare non-compliant. D'ailleurs, je suis très contente, parce que je suis arrivée, c'était le 5 décembre dernier, à faire en sorte que le Parlement réponde dans la demi-heure par un communiqué en disant vous êtes bien gentils, on a pris note, mais pour le reste c'est nous qui faisons les lois en Europe parce que la démocratie c'est la démocratie. Et ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est quoi? C'est que d'abord vous avez un processus dans lequel vous êtes censé avoir, encore une fois, donc un travail démocratique, et de l'autre côté vous avez des experts, et les deux ne se parlent pas. Je ne dis pas que nous devons influencer l'expertise, mais je trouve très bizarre que le comité de Bâle ait rendu son avis sans même essayer de rencontrer les ministres ou les rapporteurs de CRD4. Enfin, on peut trouver un schéma quelconque. Le fait que chacun ait des responsabilités différentes n'oblige pas les gens à être sur 2 planètes complètement différentes et à ne pas dialoguer du tout. Il y a un autre problème, c'est qu'à l'intérieur des enceintes de Bâle, vous pouvez avoir des États ayant participé à l'élaboration démocratique de la règle, ayant été mis en minorité ou pas, ou étant plus ou moins contents, qui font la 3e mi-temps. Or, il y a un principe, moi je l'ai cité dans mon rapport, qui est le principe de coopération loyale dans les traités. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut arrêter ça. On peut imaginer que les pays gardent leur liberté tant qu'ils n'ont pas été engagés, mais que si on fait l'union bancaire ensemble, si on accepte des textes, si c'est voté par le Parlement européen et par les ministres, il y a une validation démocratique. On ne peut pas imaginer que certains aillent défendre des intérêts particuliers. Et ça, c'est malheureusement monnaie courante. Donc c'est une des choses, à mon avis, auxquelles il faudrait arriver à mettre fin. Donc ce problème de loyauté, le problème de démocratie, et donc on est dans un système dans lequel, je vous dis, pour moi, outre la transparence, la question essentielle, c'est celle de l'accountability, beau mot qui n'existe pas en français, c'est peut-être pas un hasard, vu que le Parlement qui n'est pas loin n'est pas forcément celui qui contrôle le plus l'activité de l'exécutif. Or, on a vraiment besoin que les parlements exercent des fonctions, je dirais, au long cours, de scrutiny, de contrôle de ce qui se passe, d'être les caisses de résonance. Encore une fois, il ne s'agit pas toujours de faire de l'accountability au sens de pouvoir destituer quelqu'un. Il y a beaucoup de gradations dans ce que devrait être l'accountability. Pour ma part, il y a de donner un espace de dialogue public
Ce que nous faisons par exemple avec Mario Draghi dans sa fonction de politique monétaire, le président de la BCE, M. Trichet, le faisait avant, vient tous les 3 mois au Parlement européen, il n'y est pas obligé, et un dialogue s'est noué. Ça ne veut pas dire qu'on peut porter atteinte à son indépendance ou qu'on peut le virer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas profiter de ce qu'il entend dans une enceinte qui n'est pas européenne et où il a en direct, contrairement au Conseil, pour chaque pays, la majorité et l'opposition. Donc vous voyez, on peut inventer des modes dans lesquels ce qui se passe dans des enceintes exécutives est rapporté devant des enceintes législatives dans lesquelles s'instaure un dialogue. Ce n'est pas la coutume en France, ce n'est pas notre habitude, ça n'est pas la panacée. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? À la fois, vous avez raison, peut-être à rien si vous prenez chaque réunion. Simplement, moi je l'ai vraiment vécu avec le dialogue monétaire, chaque réunion, chaque venue de Mario Draghi en politique monétaire au Parlement européen ne change pas la face de la Terre, c'est clair. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient tous les 3 mois, quand son agenda est organisé autour de ça, quand ses collaborateurs savent que c'est l'endroit où il peut faire des annonces, quand les gens se rencontrent, bah, petit à petit, vous passez d'une conception de l'indépendance qui est celle de l'isolation mutuelle à une conception de l'indépendance respectueuse, mais dans le dialogue. Donc je crois, et c'est pour ça que j'ai fait des propositions, vous pourrez me reporter à mon rapport, je crois qu'on a vraiment besoin d'instaurer quelque chose qui soit un dialogue entre la Commission européenne d'un côté, les agences de type EBA, ESMA, etc., le Conseil, le Parlement, et les banques centrales, que de manière générale, et encore une fois, c'est un travail de longue haleine, c'est pour ça que ça ne paiera pas aux politiques. Je vais vous dire, je ne me fais pas trop d'illusions. Ce n'est pas quelque chose de très sexy, il n'y a pas de grand effet d'annonce, ça ne marchera que si c'est poursuivi dans le temps et si un certain nombre de gens s'engagent sur des sujets plutôt techniques et sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de gloire à retirer du fait de travailler là-dessus. Mais il n'empêche que si on arrivait à améliorer ça, à faire en sorte que les négociateurs européens partent avec des mandats qui soient des mandats qui aient été un petit peu discutés, que quand quelqu'un s'éloigne complètement de la ligne commune, on puisse le faire valoir et faire du name and shame, etc. À ce moment-là, je crois qu'on entrerait dans une autre logique. Il y a un domaine, et c'est pour ça que je vais vous dire, enfin, je vais prendre 2 exemples concrets de toute petite influence que ce rapport a déjà pu avoir. D'abord, la dernière fois que Draghi est venu en commission Econ, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on améliore la transparence et l'accountability? Et il m'a répondu oui. Et alors, la parole du président de la Banque centrale est quand même toujours très, très valable, parce que ça convainc beaucoup de gens immédiatement. Donc on va voir comment on peut arriver à travailler, encore une fois, sans porter atteinte à leurs prérogatives. Le nouveau gouverneur de la Banque de France, François Villeroy, est conscient du problème aussi. On a fait venir M. Weimann, c'était une de mes batailles devant la commission Econ il y a quelques semaines, le président de la Bundesbank. Enfin voilà, il faut qu'on arrive à mettre un peu tous ces gens en réseau et en tension. Ce n'est qu'une première étape, mais ça serait déjà une première étape. La deuxième chose, vous avez peut-être vu que la Commission, dans son paquet qui est sorti le 21 octobre, a sorti une communication sur la représentation externe de la zone euro au Fonds monétaire international. C'est l'une des questions qui évidemment se pose pour des raisons politiques évidentes, puisque le FMI est en Europe, est intervenu en Grèce. D'ailleurs, on s'était beaucoup battu pour qu'il vienne au titre de la Troïka devant le Parlement européen, etc. Mais c'est la raison un peu pour laquelle la Commission a choisi le FMI. À mon sens, ce n'est pas le choix le plus adroit qu'elle pouvait faire. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le FMI est un endroit où les États membres contribuent au fonds. Donc vous avez un lien très fort entre la participation au FMI et le budget national. Et il est tout à fait légitime, et moi je ne vais pas sur les plates-bandes des petits camarades, il est tout à fait légitime que les parlements nationaux veuillent contrôler ce qui se fait avec l'argent qui vient des budgets nationaux. Dans la mesure où il n'y a pas de budget européen, il n'y a pas de zone euro constituée politiquement, ça me paraît un terrain assez glissant. Avec en plus cette histoire des constituencies, évidemment dans un monde idéal, on pourrait imaginer la zone euro en tant que telle, forte et organisée à l'intérieur des structures du FMI. Pour l'instant, on a des Européens qui sont répartis dans des constituencies différentes, les Espagnols sont avec des Sud-Américains, les Italiens ou les Grecs sont avec les Israéliens, les Arméniens. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui sont au-delà de l'Europe, mais à chaque fois c'est un Européen qui préside la constituency. Ce qui fait que ça démultiplie l'influence de l'Europe. Donc, est-ce qu'on a vraiment intérêt à tout rationaliser au cordeau ou est-ce qu'on a intérêt à prendre en compte ça? Il peut y avoir du pour et du contre. Personnellement, je ne vais pas commencer là-dessus par là, et d'ailleurs, je pense que ça n'ira nulle part, cette proposition de la Commission.
Par contre, et je termine là-dessus, pour ma part, je crois plus fondamental d'essayer de pousser une représentation commune dans les domaines de l'union bancaire. Alors, je suis arrivée à négocier avec la Commission, enfin, il y a une petite mention dans leur texte. Pourquoi? Parce que dans l'union bancaire, on a accompli des pas importants ces dernières années. On a de la législation commune, on a une entité de supervision commune qui est le SSM qui est placé auprès de la BCE. Et encore une fois, donc comme on a des règles communes qu'on a adoptées en commun, un organe, je crois que là, il n'y a pas de budget qui est financé par les États membres. Donc on serait dans un champ dans lequel il est beaucoup plus, à mon avis, facile de justifier une montée en puissance d'une véritable représentation, au moins de la zone euro. Il est évident que ça miroite à chaque fois entre zone euro et Union européenne. Si vous voulez, dans les questions, on pourra en reparler parce que je dirais que dans le traité tel qu'il est, la zone euro n'a pas d'existence juridique. L'euro est la monnaie de l'Union européenne à 28. Il n'y a qu'un Parlement, il n'y a qu'un Conseil, il n'y a qu'une Commission. C'est l'orthodoxie et juridiquement c'est exact. Ce qui est certain aussi, c'est que quand on a pris ces règles-là et quand on les a confirmées dans le traité de Lisbonne, etc., l'idée était quand même que plus ou moins à terme, tout le monde rejoigne l'euro. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez des années dans lesquelles même les Britanniques, à l'époque de Tony Blair, disaient qu'ils organiseraient un référendum, qu'ils rejoindraient, etc. Maintenant, ces temps sont derrière nous. Je crois que les Britanniques ont fait leur choix, au moins pour une durée raisonnable. Et donc, il va bien falloir qu'on arrive à organiser la zone euro dans le respect des intérêts des autres, bien sûr, mais avec aussi un message très ferme à tous ceux qui ne veulent pas rejoindre la zone euro, c'est que s'ils ne veulent pas rejoindre la zone euro, personne ne les discrimine. C'est un choix souverain qu'ils font. Ils font le choix souverain de se placer dans une minorité numérique. Et dans la vie, il faut assumer où on est célibataire, où on est marié. Donc je crois qu'on a été trop complaisant de ce point de vue-là. Encore une fois, personnellement, je tiens beaucoup, si possible, à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Ce sera sa décision, la décision du peuple britannique, mais il serait dans l'intérêt de personne que les relations se détériorent, il serait dans l'intérêt de personne que ça se passe mal. Mais personnellement, je récuse totalement l'idée qu'il y ait la moindre discrimination. Il n'y a pas de discrimination quand des gens ont un choix et prennent une décision. Il n'y a pas non plus, d'ailleurs, honnêtement, un bloc de la zone euro tel, ce serait trop beau, si c'était le cas, que la zone euro était une zone dans laquelle tout le monde est d'accord, uni et toujours prêt à voter de la même manière. Enfin, c'est un gag, on l'a bien vu ces dernières années. Donc, juste en conclusion, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bon, encore une fois, je vous dis, c'est un rapport qui contribue au débat d'idées. Le but, c'est la prise de conscience d'un certain nombre de faiblesses, avec l'espoir d'arriver à les corriger, mais sans illusion que ça va se faire demain matin. Ça dépendra de la réaction d'un certain nombre de gens. Je vous dis, celle de Mario Draghi m'a paru encourageante. Ça ne m'a pas été surpris de lui, parce qu'il comprend assez vite où sont les problèmes et comment il faut les régler, mais disons que c'est toujours très bien quand c'est affirmé. À la Commission européenne, il y a d'ailleurs une certaine conscience de tout ça, mais je crains qu'ils se soient égarés sur une fausse piste qui va les détourner un petit peu du travail le plus constructif possible. Et j'espère que ce rapport sera voté avant Noël en Commission économique et monétaire, en plénière au début de l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai travaillé avec mes shadows. Je peux espérer une large majorité qui irait des PPE, socialistes, au Vert et à ALDE, c'est-à-dire le genre de majorité qu'on affectionnait particulièrement dans le mandat précédent, majorité large, des groupes qui sont fondamentalement pro-européens. Quand on voit d'où viennent les amendements qui sont négatifs, ils sont peu nombreux et, à mon avis, pour certains d'entre eux, de toute façon, ils ne tiennent pas la route. Ils sont liés à un présupposé souverainiste qui malheureusement ne correspond pas du tout, enfin malheureusement, qui de toute façon ne correspond pas du tout à l'état du monde et plus encore à la, si vous voulez, il ne correspond pas à la photo et il correspond encore moins au film des 20 ou 30 prochaines années. J'espère pour ma part que la France va un peu reprendre le flambeau. L'absence de notre pays depuis des années, hein, c'est pas lié à ce gouvernement, du côté des idées et du côté de la, de la promotion d'une Europe unie au sens communautaire, pas au sens intergouvernemental sur un coin de table, les nuits sans lune, est probablement l'un des grands problèmes de l'Europe en ce moment. Ce pays reste dans la tétanie de 2005. Mais j'ai beaucoup aimé que Emmanuel Macron nous rappelle que nous sommes tous en train de vieillir, parce que pour lui, manifestement, quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, c'est un peu comme pour mes enfants, c'est très très loin, et dans le fond, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Merci. Sylvie, merci. Dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons de manière constante, c'est-à-dire que si on a créé avec Michel Prada
le IFR, c'était pour une raison assez simple. C'était parce qu'on pensait que la régulation c'était important. Ça paraît évident de le dire, mais ce n'était pas forcément perçu de la manière telle. Et que si c'était important, ça impliquait effectivement d'avoir une certaine réflexion et que nous appelons smart regulation, à la différence de ce que Juncker a défini comme mission better regulation, parce qu'on n'est pas dans une oscillation, on est dans une recherche d'équilibre permanent. Smart regulation, vous avez mentionné le mot équilibre, et que cet équilibre est fondé sur une espèce de confiance mutuelle entre les différentes structures démocratiques, experts, etc. et dialogue. Donc c'est l'exemple que vous avez pu donner avec les structures dites indépendantes, qui ne peuvent pas être isolées. Hein. Et si on veut effectivement arriver à faire smart regulation, il faut une méthode de construction de la confiance entre les parties prenantes, et c'est un petit peu la mission de l'EIFR. Et l'autre mot que vous avez énoncé, c'est qu'effectivement, le cœur de ce rapport, c'est de faire partager les intérêts stratégiques de l'Europe. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait l'expression d'une stratégie, ce qui n'est pas le cas en général, parce qu'on a effectivement demandé longtemps à Michel Barnier, c'est arrivé à éclairer les 41 directives dans un axe stratégique qui ne se limite pas uniquement à la recherche de la stabilité. Hein, alors, il y a CMU, Capital Market Union, qui effectivement est probablement une démarche qui, dans un certain dialogue, demande à l'industrie financière en particulier à contribuer à éclairer une stratégie. Et donc là, je pense que c'est assez fondamental de voir comment nous allons jouer dans ce débat-là. On le dit, c'est pas bien parce qu'il nous pose des questions, et c'est la première fois qu'on nous pose des questions et que la balle est dans notre camp pour essayer de fixer des axes stratégiques qui permettront, si effectivement ils sont confirmés, de pouvoir les décliner dans les différentes structures internationales.